Bonjour Dany Laferrière. Bonjour. Très contente de vous recevoir, monsieur l'académicien, le cinéaste, le créateur, le peintre, le poète. Vraiment, je suis très contente que vous soyez là dans les conversations avec Yasmina Jaffar pour El Mania TV. Comment vous allez? Vous voyagez beaucoup, vous êtes là face à moi, je suis ravie, donc je veux savoir comment vous allez. Je vais bien, je voyage, mais je reste immobile dans la création Mhm. et même encore change Se promène. d'espace, se promène. Et puis des fois, j'attrape des idées comme ça en cours de route, je vois des couleurs, des formes. Je suis tout oui, tout. Oui, voilà. Alors l'académicien que vous êtes est au fauteuil numéro 2, celui de Montesquieu, celui de Dumas, personnage qui compte beaucoup pour vous. Vous êtes aussi auteur, là, récemment, d'un livre chez Grasset Pompidou qui raconte Matisse et qui s'appelle Grand intérieur rouge, une peinture de Matisse. Et je voulais vous parler de ce livre-là, mais on fera un petit tour aussi au Japon, parce que vous avez fait un petit voyage avec Emmanuel Macron très récemment, en avril, fin avril, pour un voyage diplomatique autour du Japon. Et ça m'intéresse parce que vous aviez écrit un livre quand même. J'ai fait ce voyage comme écrivain. Voilà, comme écrivain, J'avais exactement, pas comme précisé, diplomate, hein. Un ni, artiste qui ni en voyage. mission, Mhm, mhm. ni dans la cour du Oui, roi, si l'on peut dire. oui. C'était comme écrivain, j'avais bien précisé. Et puis, j'ai été très heureux de mon voyage Parfait. là-bas. On parlera de ça parce que c'est le livre aussi. Je suis un écrivain japonais qui m'intéresse par rapport à ce voyage-là. Donc, et c'est surtout un immense prétexte pour vous revoir, vous rencontrer et discuter avec vous parce que ce que vous dites est important. Je me rappelle du livre Petit traité du racisme en Amérique qui a 2 ans maintenant ou 3 et qui est très intéressant et très actuel sur ce qu'est le racisme en Amérique, comment il a été construit. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de vous rencontrer. Donc on est parti pour une belle conversation ensemble. Donc le livre Grand intérieur rouge raconte l'histoire de 2 personnages, Iso et Nix. Iso est un voyou, un chef de gang, et Nix est un passionné de peinture. L'un, par jalousie, bon, ou excès de zèle, va tuer l'autre. Et le rouge est important dans cette peinture et sur votre site pour travailler cet entretien, j'ai vu qu'il y avait pour vous différentes formes de rouge. Le rouge sang, désir, création, mémoire, colère, peinture. Qu'est-ce que ce rouge représente pour vous dans ces différentes dénominations et qu'est-ce que ça représente à l'intérieur de ce livre? Oh, enfin, c'est presque la même chose. Mhm. Et le rouge de la création, c'est vrai qu'il faut, toute création a une forme de violence, parce qu'il faut casser les formes anciennes, et il faut révéler d'autres perspectives, mais en même temps aussi, il faut donner de son sang. Oui, Et en c'est ça. littérature, on n'écrit pas uniquement avec de l'encre. Et il faut donner de son sang, c'est-à-dire quelque chose de plus personnel, de plus près de soi. Et il se trouve qu'en peinture aussi, c'est une couleur éclatante, c'est le soleil rouge en Haïti. Et le soleil domine, il est là et éclatant. D'ailleurs, l'un des plus grands écrivains haïtiens, Jacques-Stéphane Alexis, a écrit son premier roman, Compère général Soleil, et ce rouge-là. Et c'est quelque chose qui relie aussi le tueur, Iso, chef de gang, Oui. et en Haïti, est toujours vivant, mais exerçant de moins en moins parce qu'il a été blessé il y a quelques mois. Et puis un jeune artiste, et Nix. Mhm. Nix est un peu fictif, c'est l'ensemble des artistes, des jeunes peintres et des poètes qui sont en Haïti parce que l'art est fondamental Mhm. et dans la société haïtienne. Et on dit qu'il faut le primum vivere pour exercer un art. Il faut manger, il faut payer, et faire ses dépenses, il faut pouvoir payer sa maison, l'endroit où l'on vit. Et bien pour les artistes haïtiens, ils sont artistes d'abord et ensuite ils pensent à manger. Mhm. Mhm. Et donc, malgré la situation dramatique d'Haïti, les artistes sont présents. Donc j'ai voulu faire un face-à-face entre la mort et l'art. Et dans ce petit livre que j'ai publié, Grand intérieur rouge. Mhm. Et votre intérieur à vous, votre intérieur rouge à vous, votre intérieur, on va dire, je vais oser un néologisme maticien, on va dire, quel est-il par rapport au désir, à la création, à la mémoire, à la colère? C'est un mélange de tout que vous mettez à l'intérieur du livre. Il n'y a pas que Haïti comme allégorie par rapport à la violence, il y a aussi qui vous êtes, Ah non, bien sûr, comme artiste. ce que vous peignez.
Oui, c'est ça. Je n'ose pas dire ce mot. Il me paraît assez grandiose. Mhm. Mais je vis dans l'art. Je suis Oui, peut-être pas un complètement. artiste, mais je vis dans l'art, que Mhm. ce soit la littérature. Mhm. Et j'ai fait une quarantaine de livres, que ce soit la peinture, peut-être 300 tableaux, que ce soit enfin, d'autres formes d'art aussi. Et j'aime vivre dans l'art parce que il est vrai que je fournis beaucoup d'énergie, beaucoup de moi-même, mais c'est un espace hors de la violence physique. Et quand on est en train de peindre, on est tellement absorbé par ce qu'on fait, quand on est en train d'écrire aussi, qu'on n'a presque pas le temps de faire du mal. C'est Et, joli ça. oui, oui, le temps est absorbé à une Mhm. chose importante, Mhm. la littérature, parce que pour écrire, il faut lire, donc vous êtes déjà préoccupé par l'écriture et par la lecture. Ça prend, c'est un temps puissant parce que et pour lire, pour peindre, pour faire de la musique, c'est-à-dire composer de la musique, et pour écrire, et vous devez faire silence. Déjà, ça apaise le monde. Mhm. Ce silence que vous apportez, c'est un silence assez fécond. Mhm. C'est un silence d'où va sortir des formes, des couleurs, des sons, et avec un but de toucher l'autre. Oui. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme un dernier cadeau des dieux. Mhm. Voyant que nous allons nous diriger vers une violence sans cesse, et j'ai l'impression toujours qu'il nous a envoyé comme ça et cette chose extraordinaire, ce cadeau, et qui nous impose une sorte de correction dans la Oui. vie, c'est-à-dire une décence. Mhm. Oui, l'art rend décent. Oui, Une absolument, droiture, une rigueur et une puis rigueur. une décence. La peinture, pour Matisse, c'est un endroit calme, un endroit méditatif. Haïti, on en parlait tout à l'heure, on a le sentiment en effet d'une violence que vous montrez à travers ce récit. Comment est-ce que les deux sont compatibles pour justement, pour que tout à chacun il puisse y avoir une décence chez les uns et les autres, un calme aussi? Comment est-ce qu'on crée ça pour toucher le plus virulent des virulents, qu'il a représenté par Iso? Mais vous savez, les humains, on a cette violence dont j'ai parlé, qui est Donc, fondamentale, intrinsèque. qui n'est pas forcément dirigée contre l'autre tout le temps. Oui. Et quand elle n'est pas dirigée contre l'autre, elle est dirigée contre soi. Mhm. Et je ne voudrais pas avoir la paix de Matisse. Et pour faire cette œuvre, il a dû souffrir, il a dû faire face à des choses terrifiantes dans sa solitude, dans son calme, au cœur de son calme. Sinon, il resterait dans son coin à roupiller et puis à faire la sieste et à À vivre. végéter. Voilà. Oui, au bien vivre, comme on dit. Une sorte de paradis, de faussement paradis. Donc c'est parce qu'il a été touché par quelque chose qu'il a fait se réveiller, se mettre debout, pour exprimer quelque chose, pour sortir de lui quelque chose. Eh bien, la violence se présente différemment dans un pays qui est lui-même violent. Une violence réelle, physique, la violence de la faim, de la misère, Bien sûr. la violence politique, et la violence de la dictature, et la violence tout simplement créée par la misère et la dictature dans la société ordinaire. C'est-à-dire les gens se sautent à la gorge pour une raison très simple, quand les gens n'arrivent pas à manger et qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une sorte de solidarité qui permet d'offrir à manger entre soi. Je me souviens, ma mère m'avait dit un jour, j'étais rentré à Port-au-Prince, elle m'a dit, tu sais, la misère a gagné du terrain. Dans les quartiers pauvres, pour avoir un secours d'un voisin, il faut marcher 25 km pour avoir un plat chaud. Parce que tous vos voisins sont aussi pauvres que vous. Voilà. Il n'y a plus de possibilité de faire ce minimum de gestes et tout le monde vit sur le fond. Donc cette misère-là provoque une violence parce que comme il n'y a aucune possibilité, il faut prendre chez les autres et On n'a l'autre, pas. c'est terrifiant. Et au cœur de cette violence-là, les artistes deviennent calmes. Précisément, comme quand on est dans l'œil du cyclone. C'est un espace où il n'y a pas de bruit du tout, pas de mouvement. C'est comme si on était délesté de cette violence qui est nécessaire parce elle est en tourbillon autour de soi. On n'a pas besoin de l'engager en soi, on n'a pas besoin de la nourrir parce qu'elle est là. On se lève. Et il y a la violence de ce bonheur fulgurant, de ce soleil magnifique. Il y a la violence de la mer des tropiques, la mer des Caraïbes, qui est bleu turquoise. Je pense que c'est Breton qui parlait de la beauté convulsive.
c'est une beauté convulsive. Qui agresse, qui nous, oui, qui nous alpague. Oui, absolument, et Mm. qui nous rend vivants. Mhm. Parce que pour être vivant, on peut Faut pas, ressentir. il faut ressentir des choses fortes. Oui. C'est ça que ça donne aussi de l'autre côté. Une sorte de liberté aussi, puisque la possession ne se fait pas de la même manière par un achat régulier ou acheter une maison, un château, ou le travail, et la notion du temps. Je vais prendre mon temps, dans 5 ans, je vais avoir une promotion. Il n'y a pas ça. Chaque jour est considéré... une urgence, en fait. Absolument. Chaque jour, c'est l'ensemble du mouvement humain qui est là. Et on est le matin et on a fait une ville comme Port-au-Prince. Et bien, on agite la société à midi et puis le soir, on complote. Et puis, le lendemain, la nuit, on fait un coup d'État. Le lendemain, le pays renaît. Donc, c'est un peu... Chaque jour est à sa somme de drames et de douleurs, de bonheur. Et donc l'artiste n'a qu'à capter. C'est un capteur. Oui. Il a des capteurs qu'il met là et il capte. Et une courroie de transmission en même temps. Et c'est pour ça que la question du temps ne peut pas être faite comme par exemple, je vois l'âge de Matisse, et il avait peut-être 80 ans, je ne sais pas, il a fait ses dernières œuvres les plus magnifiques. On l'a vu à l'exposition qu'il y avait au Grand Palais. Oui. Et donc, cette œuvre-là est faite par un homme d'un certain âge. J'ai pensé qu'on pouvait le comparer à un jeune peintre de 17 ans en Haïti. Parce que le temps, et quand les grands événements vous traversent, comme la misère et la dictature et la violence, la perdition, quand par exemple la seule chose qui pouvait vous arriver de bien, c'est quitter votre pays, et ce qui a une déchirure pour tout le monde, mais qui devient un bien, les gens vous disent « j'espère que vous n'allez pas revenir ». Et tout en disant, si vous ne revenez pas, nous allons mourir de douleur. Et quand on est toujours partagé, même pour les choses positives, par des choses aussi violentes, eh bien l'artiste n'a qu'à se mettre en condition et pour capter, devient sismographe. Un peintre comme Matisse a aussi besoin des institutions et de l'État, de l'école, pour faire connaître au public, aux citoyens, et pour créer une conscience en lui. Le petit traité, dont je parlais tout à l'heure, est aussi un endroit où on apprend des choses sur l'Amérique, un pays, alors je pars de Haïti à l'Amérique, mais pour justement rejoindre l'idée de la violence, quand on est dans des pays où justement la culture, l'art, l'artiste est un petit peu condamné parfois à se taire, que peut-être ici, dans quelques mois, nous aurons peut-être à la présidence un parti qui ne souhaite pas parler de culture, mais plus de patrimoine et d'identité. Comment est-ce que, justement, en tant qu'artiste, et l'artiste que vous êtes, on prévient ça? Oh, non, il ne faut pas prévenir ça parce que c'est tout près et peut-être même c'est dans le passé. Oui. Et les vieilles choses sont vieillies avant même d'arriver. Donc il ne faut pas le prévenir, plutôt il faut toujours être en avance de très loin pour attirer d'autres jeunes. Les gens n'arrêtent pas de naître. Ils n'arrêtent pas d'arriver au monde, ils n'arrêtent pas d'arriver à la vie réelle, sociale, citoyenne. Et donc, il y a des chemins différents. Donc, le chemin qu'on trace, il faut continuer à le tracer. Oui. Et sans regarder en arrière, sans chercher à savoir ce qui se passe, ce qui arrive et ce qui vient. Parce que ce qu'on propose, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est elle qui attire. Et si elle se laisse contaminer par des choses qui la plombent, eh bien, on se fait avoir par des débats qui n'ont aucun intérêt, des débats morts. C'est ça la situation. Et c'est qu'il y a beaucoup de débats morts qui n'ont aucun sens, qui ont été faits, réglés, complètement chiffonnés à travers le temps. Et on laisse ces débats nous envahir. Et les gens qui devraient proposer d'autres chemins et croient qu'il est important de dire son mot là-dessus. Mais non, pas du tout. Dites votre mot, continuez. Et puis, je crois que ce qui doit arriver dans une société, et même pour Haïti, ou des pays qui souffrent de situations dramatiques, c'est toujours l'affaire. Il faut que vous dites quelque chose, il faut que vous interveniez là-dessus. Donnez votre opinion. Et donc vous êtes toujours arrêté dans votre course et dans votre projet humain.
Et ça, c'est que derrière ça, il y a une petite vanité. Et on est pris dans le piège de la vanité. On vous dit, c'est important votre parole, vous devez la donner. Et à un moment donné, vous dites, c'est vrai, peut-être que c'est important de la donner. Et puis vous vous arrêtez. Vous arrêtez. L'absence de vanité, c'est précisément de croire que nous sommes des millions et peut-être des milliards. Et vous êtes une personne. Faites ce que vous avez à faire, vraiment. Continuez. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, Oui. sur toutes les bases, à tous les feux. Et vous allez tout simplement avancer au même rythme que la bêtise. Il faut vraiment pas, il faut que vous soyez celui qui attire dans une sorte de mouvement et qui est derrière vous, qui aspire, et les autres, ceux qui veulent s'intéresser à autre chose qu'à la bêtise. C'est fondamental ce que vous dites. Aspirer, avancer au même rythme que la bêtise, ça, je retiens cette phrase. Dans votre livre, à aucun moment vous regardez Haïti avec un regard misérabiliste. Et vous ne cédez pas du tout à toutes ces sirènes-là d'angoisse, etc. Et en même temps, vous dites les choses. Donc, en effet, pour avoir un maximum de recul et être entendu, il faut regarder les choses avec calme, sans pointer du doigt ce qui pourrait travailler les bas instincts. Ah oui, bien sûr. Et le livre, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que le livre, déjà, il y a une sorte de révolution. Généralement, on déplace les réalités, les natures et toutes sortes de choses vers l'international, vers les pays puissants. Et on essaie de se vendre. On a des choses à vendre. Quand on dit un peintre haïtien, immédiatement, on voit des tableaux qui sont sur le marché international. On voit des gens qui espèrent être achetés par des collectionneurs. Alors, dans ce livre-là, et c'est Matisse que j'entraîne dans un bidonville de Port-au-Prince pour voir si son plus grand tableau, à mon avis, est le tableau d'ailleurs qui est sur la couverture de 2 de mes livres, Grand Intérieur Rouge, pour voir si Grand Intérieur Rouge peut tenir face à la puissance de création de ce jeune garçon de 17 ans, et que la mort talonne chaque jour et qui vit dans une urgence totale. Vous savez, les êtres humains vivent exactement le même nombre d'émotions et les mêmes tragédies, les mêmes choses qu'ils vivent 80 ans ou 20 ans. Et quand le temps de combustion est bref, eh bien la flamme est plus vive, tout simplement. Et quand on est étiré sur un temps très long, on a beaucoup de temps d'ennui, beaucoup de temps de repos, beaucoup de temps de ressassement et beaucoup de temps aussi de découragement. Et parce que la machine la pile, on doit réénergiser la machine. Alors, ces jeunes gens qui vivent 20 ans, il n'y a pas de temps pour cela. Et c'est une fusée qui part. En France, ils ont eu Rimbaud. Oui, Rimbaud. Et d'autres aux États-Unis ou en Haïti, puisqu'on partage cet artiste avec les États-Unis. Il y a eu Basquiat. Et puis, il y a eu plein de chanteurs, de chanteuses qui sont morts très jeunes. Bien sûr. Le Club des 27, par exemple. Voilà. Donc, cet allumage, donc il ne faut pas dire, oh bon Dieu, ils auraient pu faire plus. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Ils se succèdent. Oui. C'est un témoin qu'ils passent. C'est pas du tout. Ce sont des sprinteurs. Il y a des marathoniens, et j'estime que Matisse est un marathonien, et puis Nix est un sprinter. C'est des deux courses, deux façons de courir, mais c'est la même chose. Alors, pour parler du Japon et du voyage que vous avez effectué avec le président de la République, c'était du 31 mars au 4 avril, si je ne me trompe pas. Vous êtes parti en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Vous aviez écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Je suis un écrivain japonais ». Vous avez affirmé, donc vous êtes. Moi, c'est ça que j'aime, c'est votre liberté. Quoi qu'il arrive, vous affirmez et vous êtes. Voilà, c'est super. Donc, c'est un Japonais qui est parti avec le président dans ce voyage. Alors, comment est-ce que justement on reste artiste jusqu'au bout, qu'on ne devient pas un diplomate et qu'on reste libre malgré l'institution? Il faut savoir qui vous êtes. Et ma mère m'a toujours dit, dès que vous rencontrez quelqu'un, de façon polie, la première chose à lui demander, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. J'ai dit ça à M. Macron, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
c'est très rare. Généralement, on vient demander. Oui. Comme je n'ai jamais rien à demander à Voilà, personne, c'est ça. donc je suis libre de vivre, d'aller, de ne pas aller. Je crois que c'est ce qu'il a vu, parce que c'est une vieille tradition de voyager avec des artistes depuis très longtemps, même Léonard de Vinci. C'est une tradition d'être accompagné par des regards complètement différents, sinon on se retrouve uniquement avec les financiers, les entrepreneurs, et il y a des conversations uniquement sur les chiffres. Oui. Mais c'est intéressant de voyager avec quelqu'un qui n'a rien à vendre et qui n'a rien à acheter, déjà une fraîcheur. Je me souviens d'ailleurs, j'avais fait un voyage avec le président Macron, il devait aller à l'ONU, et en Amérique du Nord, à Ottawa aussi. À un moment donné, ils discutaient de choses, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous pensez, j'ai dit rien. Rien. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de trouver quelque chose. Voilà. Je ne suis pas obligé de trouver une réponse parce que le président me demande ce que je pense. Je ne pensais rien de cela. Je n'ai dit rien. Voilà. À un moment donné, j'avais sommeil. J'ai dit, mais moi, je vais dormir. Ah, génial. Oui, parce que je suis libre. Ben, vous êtes libre, fondamentalement. Je ne demande pas au président, je ne demande pas aux gens qui l'accompagnent, qui sont tous des gens extrêmement puissants, qui pourraient faciliter je ne sais quoi. Et je me contente de peindre, d'écrire, de lire et d'écouter de la musique. Ce temps dont on parlait tout à l'heure, le Japon impose quelque chose de long, de lent, de doux. C'est une autre énergie qui n'a rien à voir avec notre énergie française, européenne, occidentale. À travers justement le temps calme de Matisse, il y a quelque chose que vous retrouvez comme ça au Japon. C'est une fascination que vous avez depuis longtemps. C'est cette énergie-là qui requinque l'artiste que vous êtes. Pour le Japon, j'avais besoin d'être d'un endroit très loin que je ne connais pas. Et vous savez, dans la peinture occidentale, italienne, et dans, je ne sais pas, peut-être je ne m'y connais pas trop, et en matière de siècle, et pour représenter un tableau, pour dire que ce tableau est universel, a une ambition universelle, parmi tous les personnages, il faut mettre un noir. Et ce noir qui est dans le tableau comme personnage, comme figurant, veut dire que ça touche tout, l'ensemble du spectre humain. Alors, j'ai toujours choisi, après j'ai compris, vous savez, on fait des choix, et puis après on comprend pourquoi on l'avait fait. J'ai choisi le Japon, parce qu'il est très loin, parce qu'il semble différent d'Haïti, et pour retrouver après que ce sont des pays, des îles, le Japon et Haïti, et qu'il y a des syllabes, ce sont des noms très brefs, Haïti, Japon, et il y a quelque chose où ils se ressemblent quelque part. Il y a Haïti, par la situation, notre violence guerrière a continué, mais on aurait pu être plus calme si on avait le moindre possibilité de faire face à la vie, au primum vivere, au premier. Et les bases de la vie, manger, dormir, la santé, ce qui sécurise. Mais le Japon fait un pays extrêmement guerrier, et comme Haïti qui a gagné son indépendance par la guerre contre l'armée de Napoléon, et ce côté guerrier, c'est un pays de samouraïs. Par exemple, mon éditeur, c'est un Fujiwara, donc c'est un descendant de famille de samouraïs, et qui a reconduit la violence dans la littérature. C'est un homme riche qui s'est dit, et il m'a raconté qu'il est devenu éditeur parce qu'il a trouvé que les jeunes Japonais ne pouvaient plus lire les grands classiques français et parce que les traductions étaient un peu désuètes. Alors il a pris quelques traducteurs, il a fait retraduire en japonais moderne dans un contexte contemporain et d'une certaine manière pour la langue, je veux dire, et tout Hugo, tout Balzac, tout Zola, tout Bourdieu et d'autres écrivains encore qui sont des classiques, juste pour son plaisir et pour permettre aux jeunes gens de relire ces œuvres qui sont importantes parce qu'elles semblaient un petit peu plus en arrière à cause d'une traduction dans une langue qui était peut-être un peu dépassée. Donc toute sa force, toute cette violence des grands samouraïs, et il l'a mis dans la littérature, dans ce plaisir-là. Et quand je l'ai rencontré d'ailleurs, mon éditeur, mon traducteur, m'a dit, vous savez, et il est comme ça, s'il vous serre la main, ça suffit. Et on a discuté dans le train, on allait précisément sur le mont Fuji, et je lui ai raconté mes livres, il m'a dit, je les prends tous, et on s'est serré la main, et c'était fait. Donc il a publié déjà 7 de mes livres, il s'apprête à publier un certain nombre encore, mais son but, c'est de publier
enfin, les 40 qui sont là, ou ce qu'il y a. C'est comme ça qu'ils travaillent, c'est l'ensemble. C'est deux hommes libres qui se sont rencontrés. Ah mais totalement, il est très libre, ils sont très drôles aussi. La première fois que je suis arrivé à Tokyo, et mon traducteur est venu me chercher à l'aéroport, m'a conduit dans un restaurant où il m'avait reçu avec toute son équipe, et on avait occupé tout le bas du restaurant. Et puis, à un moment donné, je sentais qu'il y avait trop de nourriture. Ça fait 1h30 que les plats arrivaient. Alors, je me suis enquéri auprès de mon traducteur, et qui est devenu très sombre. Et puis, il a parlé à l'éditeur, qui a éclaté de rire. Alors, il m'a traduit. Alors, il y a eu un petit doute dans ce que j'avais dit, la manière et la traduction qu'il a fait. Et on n'a pas compris quel était mon plat favori. Ils ont commandé tout le menu. Ok, on comprend pourquoi ça arrivait depuis 1h30, ils attendaient votre œil, ravis. Ah, c'est lui, c'est celui-ci, on peut arrêter là. C'est ce que j'aime. Pour vous montrer comment c'est. C'est un mélange de grande courtoisie, de façon de recevoir les gens et en même temps de sens de l'humour. Il est capable de pousser la blague jusque-là. Enfin, ça m'a plu. On sort du Festival de Cannes, il y a eu des films japonais, il y a un retour du cinéma japonais et on voit bien la fascination qu'il y a pour ce pays. Nous qui allons très très vite en France et ailleurs, on est un peu régis par les réseaux sociaux, vous avez une chance de ne pas avoir de téléphone, donc de ne pas être assujetti à ces choses-là. Et en étant là-bas en voyage, je pensais à cet entretien et je me suis dit, c'est pas mal d'être japonaise aussi de temps en temps. Donc ce cinéma-là, vous le connaissez, le cinéma japonais, vous le regardez? Oui, bien sûr. Peut-être pas les tout derniers, parce qu'on en fait chaque année. Bien sûr. Mais je regarde et puis je connais aussi les classiques et du cinéma. J'aime beaucoup cette vie un peu à ras-le-sol où l'on s'assoit pour manger par aux choses. Et cette façon, oui, c'est presque à l'horizontale, disons, à moitié. Un peu tout se fait comme ça, et puis le silence, comment il est utilisé dans la vie quotidienne, et puis aussi ce temps qui est accordé à l'art, l'art floral, l'art tout. Il y a quelque chose entre la modernité extrême, puisqu'ils sont à la pointe de tout ce qui est moderne, puis la tradition, conservation, c'est-à-dire Tokyo et Kyoto, et tout cet équilibre qui se fait et qu'il préserve aussi, c'est réjouissant. Oui, c'est très intéressant. Oui. Vous voyagez beaucoup, hein, vous êtes auteur, artiste, on l'a dit, académicien, vous regardez la langue énormément, et cette liberté, elle existe aussi dans les mots qu'on choisit pour pouvoir s'exprimer. Voyager, c'est penser? Ah, mais penser, on peut le faire tout le temps. On peut même penser à des pensées. Et je me souviens, Borges disait que les pensées de Pascal servaient à penser et à faire penser. Et voyager, oui, et se mettre en mouvement, ça permet de penser dans une sorte de, j'allais dire, la pensée en mouvement. Parce qu'une pensée assise est plus réflexive, plus méditative, et peut-être même devenir une pensée plus assise, c'est-à-dire un peu immobile. Une pensée en mouvement, c'est aussi se laisser, disons, transpercer par toutes les cultures et tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Et oui, penser, et je crois, comme voyager, c'est une possibilité qu'on se donne d'être moins bête. Et oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Vous avez des punchlines à chaque fois, j'adore, c'est génial. C'est magnifique. Et en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir si on ne Ah oui, il faut bouger pour cela, il faut voyager, et surtout des choses sur soi et sur sa propre culture. Parce que la culture, ce que nous voyons et qui ont des choses qui sont chemin faisant, c'est au fil du temps. Et les gens répètent les mêmes gestes qui finissent par être acceptés comme des gestes classiques et qui forment ce qu'on appelle notre culture. Et on croit que c'est la vérité. Et puis on n'a qu'à traverser de l'autre côté des Alpes, comme on dit, des Pyrénées, et pour voir que les gens, les vérités que nous croyons être étaient des superstitions. Et je me souviens quand j'étais enfant, et je voulais manger un ananas, on dit ananas ici, mais j'ai appris dernièrement que les Haïtiens ont raison, c'est ananas. Le S, le final, ne se prononce pas. Oui, comme Duras, devrait dire Dura. Dura. Oui. Marguerite Duras. Oui.
Oui, 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 c'est parce que c'est comme ça. Et en français aussi. Oui, 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 et c'est l'aristocratie française seulement qui a gardé cette prononciation-là. très bien. Mais c'est une prononciation qu'en Haïti, on a gardée, qui doit venir du XVIIIe siècle. Et alors, cet ananas-là, et pour parler comme en France, c'est un ananas, pour parler comme en Haïti. Et donc, je voulais le manger le soir, et tout le monde me disait, c'est pas possible, vous allez mourir, vous allez être malade, c'est impossible. Et je suis allé voir des gens qui habitaient à côté, qui venaient de la République dominicaine, ils m'ont dit, non, on ne mange ça que le soir, parce que sinon, le jour, c'est pas bon. Donc alors, pour moi, un enfant, tu vois, 10 ans, et j'ai eu le choc. Bah oui, J'ai eu le choc que tout ce que je croyais, tout ce que je savais, tout ce qui était formé à ma culture, c'était effondré. était effondré. J'ai Oui, dit, mais une chose aussi banale, oui, aussi simple, oui. c'est un pays quand même où il y a des médecins, une chose aussi simple soit maintenue comme vérité alors que c'est une bêtise, et bêtise partagée. Oui. Parce que l'autre côté aussi qui Bah oui, mange bien ça que le sûr, soir, bien c'est sûr, sonnera bêtise. bien sûr, exactement. Non, c'est un plaisir de vous écouter et il faut aussi vous lire. Regardez vos peintures. Donc le dernier ouvrage en date, Grand intérieur rouge, mais il y en a plein d'autres. Et Matisse a été aussi sur la couverture de votre premier roman, Comment faire l'amour à Avec un ex sans se avec un fatiguer. ex sans se Oui, oui, fatiguer. le premier roman, et puis c'est les héritiers Matisse avaient fait enlever la couverture, faire rentrer le livre même, et le livre était publié au Québec, à Montréal, et rentrer le livre, un jeune écrivain, on avait 3000 exemplaires qu'on a fait rentrer, et parce que la couverture, on n'avait pas demandé l'autorisation, les droits, et pour publier la couverture. Donc, tristesse. 40 ans plus tard, les mêmes propriétaires des droits de Matisse, et le musée Pompidou et autres, m'ont demandé de faire un livre. Et sur ce tableau-là, précisément, Grand intérieur rouge, j'ai voulu savoir si c'était une façon de s'excuser. Oui, Et non, ils avaient non. oublié. Vous avez oublié? Ah, non, mais Donc, il s'agit de rester. J'ai attendu 40 ans, voilà, 40 ans plus tard, voilà. et voilà. Ce que vous aviez dit tout à l'heure, on trace sa route et son sillon, et la boucle est bouclée, et ça se fait tout seul. On n'a pas à rejoindre Voilà. la bêtise, c'est elle qui doit Voilà. nous rattraper. Exactement. J'adore terminer cet entretien sur cet état d'esprit avec ces mots. Merci beaucoup, Daniela Ferrière. Merci beaucoup, monsieur l'académicien, l'artiste. Très heureuse de vous avoir reçu. Merci. Merci, c'est un plaisir.